La vie de Benvenuto Cellini, écrite par lui-même. 1500-1571. Je vais conter ici ma vie et ses tourments pour rendre grâce au Dieu maître de la nature, qui m'a donné une âme et puis en a pris soin, tant j'ai réalisé d'exploits de mon vivant. Mon destin si cruel oublie enfin ses coups. Devant ma vie de gloire et prouesse sans nombre, grâce, valeur, beauté forment un tel ensemble que j'en dépasse beaucoup et rejoins qui me passe. Un seul regret me point, la pleine conscience du temps si précieux perdu en vanité. De nos frêles pensées, tant emporte le vent. Puisque regret ne vaut, je me contenterai de remonter là d'où suis issu, bienvenue, dans la très fine fleur de mon cher sol toscan. Je vais commencer à écrire ma vie de ma propre main, comme on peut le voir sur quelques pages recollées, mais je vis que je perdais trop de temps. De plus, l'entreprise me parut d'une vanité démesurée. C'est alors que me tomba du ciel un fils de Michele di Golo, de Pieve Agropine, jeune garçon chétif de 13 ans environ. Je commençai à le faire écrire, et pendant que je travaillais, je lui dictais ma vie. Comme j'y prenais plaisir, j'étais bien plus assidu et productif. Je lui laissai donc cette charge qui se poursuivra, je l'espère, aussi longtemps que ma mémoire le permettra. Ceux qui ont connu dans leur vie une grande réussite ou quelque chose d'approchant devraient avec la sincérité de l'honnête homme écrire eux-mêmes leur biographie, mais sans s'attaquer à ce beau travail avant 40 ans. Je me rends compte maintenant que je suis sur la fin de mes 58 ans et que, fixé dans ma ville natale de Florence, je repasse en pensée toutes les calamités de l'existence. Je n'en ai jamais rencontré moins qu'en ce moment, et je ne me suis jamais senti dans une disposition d'esprit si heureuse, ni en si bonne santé. Je ne me remémore pas les moments agréables et les affreux malheurs, sans être terrifié à ces souvenirs et stupéfait d'être arrivé à l'âge de 58 ans où, grâce à Dieu, je poursuis si allègrement ma route. Le seul fait d'avoir pris de la peine et de devoir à la renommée de ses mérites une petite réputation devrait être une satisfaction suffisante puisqu'on s'est fait un nom. Mais il faut bien vivre à la manière des autres. Et là intervient un peu d'ambition bien humaine, et ceci sur plusieurs plans. D'abord, exposer à autrui qu'on descend d'une très ancienne lignée du plus haut mérite. Je m'appelle Benvenuto Cellini et suis fils de maître Giovanni, petit-fils d'Andrea, arrière-petit-fils de Cristofano Cellini. Ma mère Elisabeth avait pour père Stefano Granacci. Tous deux étaient citoyens de Florence. Dans les chroniques laissées par nos ancêtres florentins, hommes dignes de foi, comme le rapporte Giovanni Villani, il est écrit que Florence fut bâtie à l'imitation de notre belle ville de Rome. On y trouve, près de Santa Croce, des vestiges d'un colisée et de thermes. À l'emplacement actuel de notre vieux marché s'élevait le Capitole. Le Panthéon, jadis temple de Mars, devenu aujourd'hui notre Saint-Jean, est toujours debout. Qu'il en fût ainsi, on le voit fort bien et nul ne peut le nier. Toutefois, ces monuments sont beaucoup plus petits que ceux de Rome. On raconte qu'ils ont été construits par Jules César et les seigneurs romains. Après la conquête de Fiesole, ils y édifièrent une bourgade, chacun d'eux prenant en charge la construction d'un des principaux édifices. Le premier lieutenant de Jules César était un vaillant guerrier appelé Fiorinos, originaire de Cellino, bourg situé à 2000 de Montefiascone. Il établit son camp au-dessous de Fiesole, à l'emplacement actuel de Florence. La proximité de l'Arno était commode pour l'armée. Tous les soldats et ceux qui avaient affaire à Fiorinos disaient « Allons à Florence », sans doute à cause de son nom ou parce que l'endroit du camp regorgeait de fleurs. Quand César fonda la ville, ce nom lui parut superbe et approprié, et il le lui donna, car les fleurs sont de bon augure, et aussi pour faire honneur à son vaillant lieutenant qu'il avait tiré d'un milieu très humble et qui était devenu si valeureux. De doctes étymologistes doués d'une riche imagination prétendèrent que le nom de Florence vient de sa situation sur les flots de l'Arno, mais cela me paraît impossible, car Rome est sur les flots du Tibre, Ferrare sur ceux du Pô, Lyon sur la Saône et Paris sur la Seine, et ces villes ont des noms différents, donc d'une autre origine. C'est notre opinion,
et nous pensons descendre de cet homme valeureux. On trouve ensuite des Cellini à Ravenne, la plus ancienne ville d'Italie, où résident beaucoup de nobles familles. Il y en a aussi à Pise et en de nombreux endroits de la chrétienté. Sur le territoire même de Florence, il reste une branche de la famille, à vocation militaire. Récemment, un jeune garçon encore imberbe appelé Luca Cellini se mesura à un homme d'armes expérimenté et courageux qui avait plusieurs fois combattu en champ clos, Francesco da Vicolati. Luca, les armes à la main, l'emporta par sa vaillance et tua l'adversaire avec une force et une bravoure dont le public, qui s'attendait à l'inverse, resta stupéfait. Je tire gloire d'avoir une ascendance de gens de cette valeur. Le moment venu, je dirai combien j'ai fait honneur à ma famille, compte tenu des façons de notre époque et d'un métier qui ne permet guère de grandes réalisations. Je suis beaucoup plus fier d'avoir fondé une famille respectable en étant d'origine humble que d'être issu de haut lignage et de l'avoir souillé ou terni par ma faute. Je vais donc raconter où Dieu a bien voulu placer ma naissance. Mes ancêtres habitaient le Val d'Ambra où ils possédaient de grands biens. Ils s'y étaient retirés pour fuir les rivalités de clans et y vivaient en obro. Tous étaient hommes d'armes et très courageux. Le plus jeune de leurs fils, Cristofano, eut un différend grave avec des voisins amis. Les chefs des deux clans s'en mêlèrent. Ils virent que cet échauffement mettait en péril l'unité des deux familles. Aussi les anciens, chez les miens, se mirent d'accord pour éloigner Cristofano, et l'autre famille fit de même pour l'autre garçon avec lequel était née la querelle. Il fut envoyé à Sienne et Cristofano à Florence, où on lui acheta une petite maison via Chiara, près du monastère de Sainte-Ursule, avec d'excellentes terres au pont Rifredi. Il prit femme à Florence et eut fils et garçons. Il maria toutes les filles et les fils se partagèrent à sa mort ce qui restait. La maison de la Via Chiara, avec quelques autres biens de peu d'importance, échut à l'un d'entre eux, Andrea, qui se maria également et eut 4 fils. L'aîné Girolamo, puis Bartolomeo, Giovanni, qui devint mon père, et enfin Francesco. Mon grand-père, Andrea, s'y connaissait fort bien en architecture contemporaine, et c'était le métier dont il vivait. Giovanni, mon père, s'y adonna plus que ses frères. Selon Vitruve, un architecte doit, pour réussir, avoir une certaine connaissance de la musique et une aptitude au dessin. Giovanni, bon dessinateur, se mit à la musique et devint un excellent joueur de viol et de flûte. Comme il était très studieux, il sortait peu. Dans la maison contiguë, le voisin du nom de Stefano Granacci avait plusieurs filles, toutes ravissantes. Dieu voulut que Giovanni en vît une, Élisabeth. Elle lui plut tant qu'il la demanda en mariage. Étant voisins, les deux pères se connaissaient très bien et l'alliance se fit aisément, chacun ayant le sentiment d'avoir bien mené les choses. Les deux bons vieillards tombèrent d'accord sur le mariage, puis se mirent à discuter de la dot, et il y eut entre eux un brin de dispute cordiale. Andrea disait à Stefano « Mon fils Giovanni vaut mieux que n'importe quel garçon de Florence et d'Italie, et si j'avais voulu le marier plus tôt, j'aurais obtenu une des plus grosses dots de Florence dans notre milieu. » « Tu as 1000 fois raison, répliquait Stefano, mais moi j'ai 5 filles, autant de garçons, et au bout du compte, je ne peux pas donner plus. » Giovanni, qui les avait un peu écoutés en cachette, surgit à l'improviste pour dire « Mon père, c'est la fille que mon amour souhaite, et non son argent. Malheur à celui qui veut se refaire avec la dot de sa femme. Vous vous flattez de mes qualités, et je ne saurais suffire aux dépenses de ma femme, satisfaire à ses besoins avec moins d'argent que vous n'en demandez? Comprenez-moi bien, la fille est pour moi, la dot est pour vous. Je le veux. » Andrea Cellini, qui avait la tête assez près du bonnet, fut un peu fâché de ces paroles. Quelques jours plus tard, Giovanni partit avec sa femme et ne parla plus jamais de la dot. Tous deux profitèrent de leur jeunesse et de leur amour béni pendant 18 ans en souhaitant beaucoup avoir des enfants. Au bout de ces 18 années, elle avorta de jumeaux par la faute des médecins. À nouveau enceinte, elle accoucha d'une fille qu'ils appelèrent Cosa, en souvenir de ma grand-mère paternelle. 2 ans après, elle attendit un nouvel enfant. Ses envies de femme enceinte, auxquelles on portait grande attention, étaient exactement les mêmes que pour Cosa et on était convaincus que ce serait une deuxième fille. Ils étaient d'accord pour l'appeler Reparata, comme ma grand-mère maternelle. Elle accoucha la nuit qui suivit la Toussaint 1500, à 4h30. La sage-femme, qui savait qu'on attendait une fille, lava le bébé, l'enveloppa de beaux langes blancs et s'approcha tout tranquillement de mon père Giovanni en disant « Je vous apporte un beau cadeau auquel vous ne vous attendez pas.
Mon père, qui était vraiment un sage, lui répondit « Ce que Dieu me donne me plaît toujours ». Il écarta les langes et vit de ses yeux le fils inespéré. Il joignit ses vieilles mains et le regard tourné vers le ciel, il ajouta « Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Cet enfant m'enchante, qu'il soit le bienvenu. » Tous les assistants lui demandaient joyeusement le nom qu'il voulait donner au bébé, et il ne cessait de répéter qu'il soit le bienvenu. C'est le nom que je reçus au saint baptême et que je porte encore, comme il plaît à Dieu. J'avais environ 3 ans. Mon grand-père Andrea vivait toujours et était plus que centenaire. Un jour que l'on changeait le tuyau d'un évier, il en sortit un gros scorpion que personne ne remarqua et qui glissa de l'évier par terre pour se cacher sous un banc. Je le vis, courus à lui, et le pris dans ma main. Il était si grand et ma main si petite que sa queue dépassait d'un côté et ses 2 pinces de l'autre. On m'a raconté que je courus vers mon grand-père et, enchanté, je lui disais « Regarde, grand-père, mon beau petit crabe !» Reconnaissant un scorpion, il faillit, dans son appréhension, tomber mort de peur. Et il me le demandait avec 1000 cajoleries. Je le serrais d'autant plus étroitement en pleurant que je ne voulais le donner à personne. Mon père se trouvait encore à la maison et accourut à nos cris. Il était pétrifié et ne savait comment empêcher cet animal venimeux de me donner la mort. Mais il aperçut une paire de ciseaux. Tout en me cajolant, il lui sectionna la queue et les pinces. Quand il me vit sauvé de ce danger, il y trouva un heureux présage. J'avais environ 5 ans. Mon père était dans un débarras où l'on avait fait la lessive et où brûlait encore un bon feu de bois de chêne. Giovanni, seul, jouait de la viole et chantait auprès du feu. Il faisait très froid. En regardant les flammes, mon père vit par hasard, au milieu des plus ardentes, un petit animal qui ressemblait à un lézard, et qui se plaisait visiblement dans cette fournaise. Il comprit tout de suite de quel animal il s'agissait. Nous fit appeler, ma sœur et moi, et nous le montra, tout en me donnant une telle gifle que je me mis à verser un déluge de larmes. Il me calma gentiment, me disant « Mon chéri, tu n'as rien fait de mal. Je t'ai giflé seulement pour que tu te rappelles ce lézard que tu vois au milieu des flammes. C'est une salamandre, animal si rare qu'il n'est pas sûr qu'aucune personne digne de foi en ait jamais vu. » Il m'embrassa et me donna quelques sous. Mon père commença à m'apprendre la flûte et le chant. J'étais à l'âge très tendre où les bambins s'amusent d'ordinaire avec un sifflet et des jouets de ce genre, et j'en éprouvais un extrême déplaisir. Ce n'est que par obéissance que j'apprenais flûte et chant. À cette époque, mon père fabriquait des orgues merveilleux avec des tuyaux de bois, les clavecins les meilleurs et les plus beaux du temps, des viols, des luttes, des harpes excellentes et superbes. Pour fabriquer des instruments, jeter des ponts, construire des moulins à foulons ou autres machines, il avait des dons miraculeux d'ingénieur. Il fut le premier à bien travailler l'ivoire. Peut-être était-il tombé amoureux de ma mère grâce à un air de flûte et en jouait-il beaucoup plus qu'il n'aurait dû. Les fifres de la seigneurie lui demandèrent d'en jouer avec eux. Il les suivit pendant un certain temps pour son plaisir. Puis, devant leurs sollicitations insistantes, il entra dans leur compagnie. Laurent de Médicis et son fils Pierre, qu'il aimait bien, voyaient qu'il se consacrait totalement à la musique et délaissait son beau talent et son vrai métier. Ils lui firent retirer cette place. Mon père le prit très mal et le ressentit comme un geste désobligeant. Il se remit tout de suite à son métier et fit un miroir d'os et d'ivoire d'une brasse environ de diamètre, avec des figures et des feuillages d'une grande précision et d'un dessin parfait. Il avait la forme d'une roue. Le miroir était au centre, entouré de 7 médaillons dans lesquels étaient sculptées les 7 vertus en ivoire et os noircis. Le miroir et les 7 vertus étaient en équilibre, mais mobiles, si bien que, quand la roue tournait, toutes les vertus bougeaient. Elles avaient à leurs pieds un contrepoids qui leur permettait de rester droites. Comme il savait un peu de latin, il avait écrit autour du miroir un vers latin qui disait « Je suis une roue, en quelque point que je me tourne, la vertu reste droite. Rota sum, semper, quoquo me vuelto stat virtus. » Peu de temps après, on lui restitua son emploi de fifre. Quelques-uns de ces événements sont antérieurs à ma naissance, mais je les connais et n'ai pas voulu les taire. À cette époque, ces musiciens étaient tous des artisans très estimés, quelques-uns appartenaient même aux corporations majeures de la soie et de la laine. C'est pourquoi mon père ne dédaigna pas ce métier. Me voir devenir un excellent musicien était son plus cher désir au monde pour mon avenir,
et rien ne me déplaisait davantage que de l'entendre m'en parler et me répéter qu'il me voyait de telle disposition que, si je le voulais, je serais le meilleur. Comme je l'ai dit, mon père était au service des Médicis et vivait dans leur intimité. Pierre, lorsqu'il fut chassé à Florence, lui confia beaucoup d'affaires très importantes. Piero Soderini, parvenu au pouvoir, entendit parler du rare talent de mon père qui occupait toujours sa charge de fifre, et il lui confia des responsabilités d'ingénieur pour des travaux de grande importance. Tant qu'il resta à Florence, il était envers mon père dans les meilleures dispositions possibles. J'étais petit à cette époque. Un page me portait sur ses épaules par ordre de mon père qui me faisait jouer de la flûte, et je déchiffrais les morceaux en qualité de soprano avec les musiciens du palais devant la seigneurie. Le gonfalonier Soderini prenait beaucoup de plaisir à me faire babiller. Il me donnait des dragées et disait à mon père « Maître Giovanni, en même temps que la musique, apprends-lui tous les autres arts que tu pratiques si bien. » À quoi mon père répondait « Je ne veux pas pour lui d'autre métier que joueur de flûte et compositeur, car c'est la profession où j'ai bon espoir de le porter au premier rang, si Dieu lui prête vie. » À ces paroles, un seigneur d'un certain âge répartit « Écoute le gonfalonier, pourquoi ne serait-il jamais autre chose qu'un bon flûtiste ?» Un certain temps passa. Les Médicis revinrent. Dès son retour, le cardinal, qui allait devenir le pape Léon, montra beaucoup d'amitié à mon père. Des armoiries qui ornaient leur palais, on avait enlevé pendant leur exil les boules médicéennes, et on avait fait peindre à leur place la grande croix rouge du blason communal. À leur retour, on gratta immédiatement la croix pour remettre dans l'écu les boules rouges sur champ d'or, avec des ornements de toute beauté. Mon père était doué d'une certaine veine poétique naturelle, avec des accents divinatoires, qui attestaient en lui une présence supérieure. Dès que les armoiries furent découvertes, il plaça au-dessus ces 4 vers. Ces armes profondément ensevelies hier, sous la sainteté et la douceur de la croix, se font voir maintenant dans la gloire et la joie, attendant d'orner le manteau sacré de pierre. Cette épigramme fut lue par tout Florence. Peu de jours après, le pape Jules II mourut. Le cardinal de Médicis alla à Rome et, à la surprise générale, fut élu pape. Ce fut Léon X, pontife généreux et magnanime. Mon père lui envoya son quatrain prophétique. Le pape lui fit dire de venir à Rome, qu'il ne s'en trouverait pas mal, mais il ne voulut pas. En guise de rémunération, son emploi au palais lui fut même retiré sur ordre de Jacopo Salviati. À peine celui-ci fut-il devenu gonfalonier. Je me mis donc à l'orfèvrerie et je partageais mon temps entre mes 2 métiers, continuant la musique pour lui faire plaisir. Quand mon père me rapporta tous ses pourparlers à mon sujet, je le priai de me laisser dessiner quelques heures par jour. Je consacrerai le reste de mon temps à la musique, uniquement pour lui faire plaisir. Il me demandait « Tu n'aimes donc pas la flûte ?» Je répondais que non, cette carrière me paraissant très inférieure à ce que j'avais en tête. Mon pauvre père, au désespoir, me plaça dans l'atelier du père du chevalier Bandinelli, qui répondait au prénom de Michelangelo et était originaire de Pizzidmonte. C'était un orfèvre très capable. Il n'était pas de famille connue, mais fils de charbonnier. Ce n'est pas une raison pour le blâmer d'avoir fondé une famille s'il l'a fait dans une bonne intention. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien à dire sur lui. J'étais chez lui depuis quelques jours, quand mon père m'en retira comme s'il ne pouvait vivre sans me voir tout le temps. Assez mécontent, je me remis donc à jouer de la flûte jusqu'à l'âge de 15 ans. Si je voulais raconter les événements extraordinaires et les périls mortels auxquels je fus exposé jusqu'à ce moment, mes lecteurs seraient bien étonnés, mais je ne veux pas être trop long et j'ai beaucoup à dire, donc je passe. À 15 ans, contre la volonté de mon père, j'entrai comme apprenti dans l'atelier d'un orfèvre, Antonio Di Sandro, surnommé Marcone. Cet homme excellent avait une grande expérience du métier et était très généreux. Mon père ne voulut pas qu'il me payât le salaire des autres apprentis, puisque c'était moi qui voulais faire ce métier. Il désirait aussi que je puisse dessiner quand j'en avais envie. J'étais tout à fait d'accord, et mon bon maître prenait plaisir à me voir faire. Il avait un fils unique, un enfant naturel, auquel il demandait très souvent de m'aider. J'avais une telle envie de réussir, ou un talent inné si réel, ou les deux,
qu'en quelques mois j'égalais les bons et même les meilleurs, et je commençais à récolter le fruit de mes efforts. Je ne manquais pas de temps en temps, pour faire plaisir à mon père, de jouer de la flûte ou du cornet, ce qui, chaque fois qu'il m'entendait, lui tirait des larmes et de grands soupirs. Bien souvent, par piété filiale et pour le contenter, je prétendais y prendre un grand plaisir.